Ne viens pas à la fête de papa, m'a ordonné mon frère. Tu vas tout gâcher. Ce soir-là, son plus grand investisseur m'a vu et s'est figé. Mademoiselle Verlaine? Vous êtes la fille d'Hervé? Et un silence de mort a envahi la pièce. Bonjour à tous. Ce que vous allez entendre est l'histoire de la soirée qui a changé ma vie. Une soirée où j'ai été bannie, humiliée devant l'élite de la société, pour ensuite tout renverser. Ne viens pas à la fête des papa, m'a ordonné mon frère par message. Tu vas tout gâcher. Il pensait que j'étais la honte de la famille, l'échec. Mais ce soir-là, alors que j'étais au bord de l'expulsion, son plus grand investisseur m'a vu et s'est figé. Sa voix a résonné dans le silence. ML Verlaine? Vous êtes la fille d'Hervé? Et là, un silence de mort a envahi la pièce. C'est une histoire compliquée, pleine de non-dits et de douleurs, alors installez-vous confortablement. Avant de plonger dans les détails de cette nuit incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours fascinant pour moi de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Et si ce genre d'histoire de famille compliquée, de drame familial et de justice karmique vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, car vous n'allez pas vouloir manquer la suite. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter depuis le début. Je fixais l'écran de mon téléphone, chaque mot s'enfonçant dans ma poitrine comme un éclat de verre. Le message de Grégoire, mon frère aîné, ne t'avise pas de venir au 65e anniversaire de papa au château de Bagnoles. Ta présence est une honte. Si je te vois, je te fais raccompagner par la sécurité. Une douleur sourde, familière, me serra la gorge. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais une pression constante, celle que je portais comme une seconde peau depuis 8 ans. 8 longues années à être l'enfant raté, la déception, le mouton noir de la famille Renaud. Un second message vibra, faisant vibrer la tasse de café posée sur mon bureau. Solange, ma belle-mère. Son message était plus mielleux, mais tout aussi venimeux. Grégoire a raison, Aliénor. Cette soirée est cruciale pour les relations de ton père. Ne crée pas de drame, s'il te plaît. Il a assez de soucis comme ça. Un drame. C'est ainsi qu'ils appelaient mon choix, 8 ans plus tôt, de refuser le poste de direction tout tracé qui m'attendait chez Laboratoire Renaud, l'empire pharmaceutique familial. Un empire que mon grand-père avait construit et que mon père, Hervé, avait maintenu, mais sans jamais le faire évoluer. Je ne voulais pas de ce chemin doré, de ce titre offert comme une faveur, de cette vie passée à gérer un héritage. Je voulais construire quelque chose par moi-même, quelque chose qui ait du sens. Alors, à 24 ans, j'étais partie. Et depuis ce jour, ils n'avaient jamais, pas une seule fois, demandé ce que j'étais devenue. Pour eux, j'avais échoué. C'était plus simple ainsi. Mon regard s'est levé de l'écran et a balayé mon bureau. Un grand angle vitré dominant Lyon, avec la colline de Fourvière se découpant dans le ciel du soir. Mon bureau, au sommet d'une tour de verre et d'acier dans le quartier de la Pardieu, était à des années-lumière du vieux manoir familial. Sur le mur en face de moi, une plaque de verre gravée, lourde et froide au toucher, prix de la fondatrice de l'année en biotechnologie. Juste à côté, la couverture encadrée d'un magazine économique prestigieux, Aliénor Verlaine et la révolution du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'Aliénor Verlaine, c'était moi. J'avais pris le nom de jeune fille de ma mère, Odette, après l'université. Un acte de défi silencieux. Et pendant qu'il me croyait en train de courir les petits boulots, en phase de rébellion, comme Solange aimait le dire, j'étais dans un laboratoire, puis dans des salles de réunion, à concevoir et à financer une technologie basée sur l'IA qui allait bouleverser le secteur de la neurologie. Une technologie capable de détecter les signes de la maladie d'Alzheimer des années avant les premiers symptômes. Laboratoire Renaud. L'entreprise de mon père. Un géant aux pieds d'argile, s'accrochant à de vieux brevets sur le point d'expirer, incapable d'innover. J'avais vu les rapports financiers. Ils étaient au bord du gouffre. Ils avaient désespérément besoin de se moderniser, de trouver une nouvelle technologie pour survivre. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était une ligne interne. Bastien,
mon directeur des opérations, mon bras droit depuis le début. Je décrochai, ma voix calme, professionnelle. Loin de la fille blessée d'il y a une minute. Aliénor, dit-il, sa voix toujours pleine d'une énergie contenue. Tout est prêt. Les avocats ont finalisé. Le fonds de Valois annoncera le partenariat stratégique à 21 heures précises. L'annonce est prête à être envoyée aux agences de presse. Je regardais l'invitation cartonnée, encore posée sur un coin de mon bureau. Papier épais, dorure. Une célébration pour Hervé Renaud. Visionnaire, bâtisseur, père. Une ironie amère me tordit l'estomac. Es-tu sûr de vouloir y aller ? Demanda Bastien, connaissant parfaitement ma situation familiale. Tu n'es pas obligé. On peut tout gérer à distance. Je me suis levé, m'approchant de la vitre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Absolument, Bastien. Je dois y être. Il est temps. Il y eut un silence, puis il ajouta, un sourire dans la voix. Ah, au fait. Petit détail amusant. Augustin de Valois a spécifiquement demandé votre présence. Apparemment, ça fait des mois que ton père le supplie, lui et ses équipes, d'organiser une rencontre avec la mystérieuse PDG de Verlaine Biométrique. Il n'a aucune idée que c'est toi. Bien sûr, qu'il le suppliait. Il jouait la survie de son entreprise. Il ne savait juste pas que la personne qu'il suppliait de rencontrer était la même fille qu'il venait d'interdire d'assister à sa propre fête d'anniversaire. Ils allaient découvrir ce que 8 ans de silence, de travail acharné et de douleur avaient construit. Et croyez-moi, ils n'étaient absolument pas prêts pour ce qui allait se passer. Cette confrontation imminente n'était pas seulement une affaire d'ego ou d'argent. Ce n'était pas une simple revanche. C'était bien plus profond. En regardant le nom de mon père gravé sur l'invitation, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir du jour où tout a basculé. Le jour où j'ai compris que je devais partir. J'avais 24 ans, je venais de finir mon double master en bioingénierie et en informatique. J'étais rentré à la maison, le cerveau bouillonnant d'idées. J'avais demandé une réunion formelle avec mon père, Hervé. Je suis rentré dans son bureau immense, lambrissé de chaînes sombres, sentant le cuir des fauteuils Chesterfield et la cire d'abeille. Un bureau qui représentait la tradition, l'ordre établi, un sanctuaire de la vieille industrie pharmaceutique. Grégoire était là, bien sûr, déjà installé dans son rôle de dauphin, me regardant avec ce sourire suffisant que je détestais tant, comme si j'étais une enfant venue montrer un dessin. J'avais préparé une présentation. Des diapositives. Les prémices de mon algorithme. J'avais passé des mois dessus. Papa, avais-je commencé, ma voix un peu trop aiguë à cause de la nervosité, je pense qu'on peut utiliser l'apprentissage automatique, l'IA, pour analyser les biomarqueurs sanguins et détecter les signes précoces d'Alzheimer bien avant les premiers symptômes cliniques. On pourrait créer un outil de diagnostic révolutionnaire. Mon père n'a même pas regardé mon écran d'ordinateur. Il a joint ses mains sur son bureau, un geste qu'il faisait toujours avant de prononcer un jugement. Aliénor, dit-il de sa voix de patriarche, celle qui ne tolérait aucune contradiction. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le monde réel. La pharmacie, c'est de la chimie. Ce sont des molécules, des essais cliniques longs et coûteux, des composés que l'on peut breveter. Ce ne sont pas des algorithmes de jeux vidéo. Grégoire a ricané dans son coin. Elle croit qu'elle va sauver le monde avec un ordinateur, papa. C'est mignon. Je suis sérieuse, avais-je insisté, la voix tremblante de frustration. Les données sont là. On pourrait aider des millions de gens. On pourrait savoir plus tôt. Ce que tu vas faire, m'a coupé mon père, son ton devenant dur comme la pierre, c'est accepter le poste au département marketing que Solange t'a gentiment trouvé. C'est un poste prestigieux. Tu apprendras les affaires, les vraies. Et tu arrêteras avec ces chimères. C'est compris? Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais idolâtré toute ma vie, cet esprit que je croyais scientifique, brillant, était complètement aveugle. Aveuglé par la tradition, par son mépris pour ce qu'il ne comprenait pas. Il voyait l'IA comme un gadget, pas comme une révolution. Mais ce n'est pas ce souvenir qui me faisait le plus mal. Ce n'était pas son mépris pour mon travail. C'était son mépris pour la raison de mon travail. Je me suis revu quelques mois plus tôt,
dans une chambre d'hôpital stérile qui sentait l'antiseptique et la peur. Ma mère, Odette, était assise sur le lit, regardant par la fenêtre, son regard vide. Elle s'était perdue en rentrant du marché, à 2 rues de chez nous. Elle n'avait pas reconnu sa propre maison. C'était le début de la fin. La maladie d'Alzheimer, diagnostiquée bien trop tard, comme toujours. Je m'étais assise à côté d'elle, lui prenant la main. Ses yeux, autrefois si vifs, si pleins d'amour, étaient remplis de confusion et d'une peur terrible, primale. Aliénor, m'avait-elle demandé, comme si elle n'était pas sûre que ce soit moi. Maman, je suis là. C'est moi. Ce soir-là, dans un de ces derniers moments de lucidité, alors que mon père était à un dîner d'affaires et Grégoire, quelque part, elle avait sorti quelque chose de sa table de nuit. Une petite broche en argent, usée, en forme de fleur d'iris. Son bijou préféré, celui de sa propre mère. Prends-la, m'avait-elle murmuré, sa main tremblant violemment. Elle est pour toi. Elle a serré mes doigts autour du métal froid. Ne laisse personne, Aliénor. Personne, même pas ton père, te dire qui tu dois être. Va au bout de ton cœur. Fais-le pour moi. Elle est partie 6 mois plus tard. 6 mois après cette réunion dans le bureau de mon père. Et c'est là que j'ai su. Je ne pouvais pas travailler dans le marketing. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, dans cette entreprise qui avait ignoré la souffrance de ma mère pour se concentrer sur les profits. Mon chemin était tracé, non pas par mon héritage, mais par la promesse faite à une femme terrifiée dans une chambre d'hôpital. En sortant de mon bureau ce soir-là, 8 ans plus tard, j'ai senti le poids de la broche en argent que j'avais épinglée au revers de ma robe. Ce soir, je ne la portais pas seulement comme un souvenir. Je la portais comme une armure. Le trajet de mon bureau, dans le quartier bouillonnant de la Pardieu, jusqu'au cœur du Beaujolais, où se trouvait le château de Bagnoles, prenait environ 40 minutes. C'était comme voyager dans le temps. 40 minutes pendant lesquelles la ville moderne, ses gratte-ciels de verre et ses tramways silencieux, ont laissé place à des collines vallonnées, des vignobles endormis sous la lune, et des villages aux pierres dorées. Le château lui-même était un monument historique, un lieu que mon père louait pour les grandes occasions, pour impressionner. Un symbole de sa réussite, de la puissance de la famille Renault. Mon téléphone a sonné de nouveau. Bluetooth. Je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de Bastien, toujours tendue, a rempli l'habitacle silencieux de ma voiture. Tu es en route? Oui. J'arrive dans 10 minutes. La route est calme. Bien. J'ai eu Augustin de Valois en ligne il y a 1 heure. Il est impatient. Il adore ce genre de coup. Il a dit que cette annonce de partenariat stratégique entre son fonds et Verlaine Biométrique allait secouer le vieux monde pharmaceutique français. Il adore ça. Augustin de Valois. Ce nom seul faisait trembler le tout Paris des affaires. Il n'était pas un simple investisseur, il était le descendant d'une vieille famille aristocratique, un visionnaire qui avait investi dans Google en 1999 et dans Tesla en 2010. Son soutien n'apportait pas seulement de l'argent, il apportait une légitimité, un sceau d'approbation que personne ne pouvait contester. S'il était avec vous, vous aviez gagné. Il était réputé pour son flair, mais aussi pour son mépris de la vieille garde industrielle française, qu'il jugeait sclérosée. Et la meilleure, continua Bastien, c'est que ton père, Hervé, a apparemment passé toute la semaine à se vanter auprès de ses actionnaires et de ses banquiers qu'il allait annoncer un partenariat stratégique majeur ce soir. Il est absolument persuadé que de Valois, impressionné par l'héritage des laboratoires Renault, va investir des centaines de millions pour sauver sa société. J'ai ri, mais c'était un rire sans joie, un son sec dans l'obscurité. Il va annoncer quelque chose, en effet. Mais pas ce qu'il croit. Il va annoncer son propre remplacement. Laboratoire Renault était en chute libre. Les rapports que nos équipes avaient compilés étaient sans appel. Leur brevet phare était tombé dans le domaine public. Ils avaient raté le virage de la biotechnologie dans les années 2000, et ils étaient en train de rater complètement celui de l'IA et de la data. L'entreprise de mon père était un dinosaure, magnifique, imposant, mais condamné. Ils avaient besoin de ma technologie de diagnostic pour créer de la valeur, pour justifier de nouveaux investissements, pour tout simplement survivre.
Ils ont essayé de développer leur propre outil de diagnostic IA pendant 2 ans, ajouta Bastien, comme s'il lisait dans mes pensées. Grégoire a supervisé le projet. Un échec total. Un gouffre financier. Ils sont désespérés. Ils ont besoin de nous, Aliénor. Ils n'ont plus le choix. Le silence s'est installé pendant 1 minute, alors que je tournais sur la petite route de campagne menant au château. Les lumières de la fête illuminaient déjà le ciel. Puis, la voix de Bastien a changé, devenant plus grave, perdant son enthousiasme. Aliénor, sois prudente, d'accord? Vraiment. Que veux-tu dire? C'est juste une fête. Je gère. Non. J'ai un contact chez un concurrent, tu sais, chez Biomérieux. Il m'a dit que Grégoire a été vu la semaine dernière en train de déjeuner avec Antoine Lemaire. Mon sang s'est glacé. Lemaire. Un journaliste économique véreux, célèbre pour ses articles à charge, spécialisé dans la démolition de réputation de start-up. Il était connu pour être payé sous la table pour révéler des scandales, souvent inventés de toutes pièces ou grossièrement exagérés. Grégoire, non, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Bastien. Il n'oserait pas. Je pense que si, Aliénor. Je pense qu'il prépare quelque chose. Il ne sait pas ce que nous préparons, mais il sait que tu es une menace. Il a dû entendre des rumeurs sur notre succès. S'il ne peut pas t'empêcher d'entrer à la fête, il essaiera peut-être de te discréditer publiquement avant que tu ne puisses parler à qui que ce soit d'important. Fais attention. L'estomac noué, j'ai remercié Bastien et j'ai raccroché. Les magnifiques grilles en fer forgé du château apparurent devant moi, illuminées comme en plein jour. Le piège n'était pas seulement pour moi. Grégoire était en train d'entendre un aussi. Il jouait sale. Il jouait pour détruire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà gagné la partie. Il ne faisait qu'agiter un pistolet à eau face à un raz-de-marée. Je me suis garé un peu à l'écart, sous les grands cèdres qui bordaient l'allée principale, coupant le moteur. Le service de voiturier était débordé par les arrivées de limousines et de berlines allemandes. La musique classique, un air de Vivaldi, s'échappait déjà du bâtiment principal, se mêlant aux éclats de rire polis. Je n'étais pas encore prête à entrer. J'avais besoin d'1 minute. Mes doigts tremblaient légèrement en sortant mon téléphone. La révélation de Bastien sur Antoine Lemaire m'avait plus secoué que je n'osais l'admettre. Antoine Lemaire, Verlaine biométrique, Aliénor Verlaine, héritière Renault. J'ai cherché. Il n'a pas fallu longtemps. L'article était là, publié il y a 2 heures à peine sur un blog financier obscur, mais connu dans le milieu pour ses fuites et ses rumeurs. Un de ces sites que tout le monde lit mais que personne n'admet lire. Le titre, L'héritière déchue, la chute d'une start-up lyonnaise? Mon cœur a commencé à battre à tout rompre, un tambour sourd dans ma poitrine. J'ai cliqué. L'article ne mentionnait pas mon nom de famille, Renaud, mais les indices étaient évidents, semés comme des cailloux empoisonnés. La fille d'un célèbre baron de la pharmacie lyonnais, partie il y a 8 ans avec fracas pour poursuivre des rêves chimériques, promesse d'une révolution IA. Puis venait le venin. La plume acérée de Lemaire. Selon nos sources, écrivait-il, la start-up Verlaine biométrique, après avoir brûlé des millions d'euros en recherches aussi coûteuses qu'incertaines, serait au bord du dépôt de bilan. Quoi? C'était un mensonge éhonté. Nous venions de clôturer notre meilleur trimestre. Nous étions rentables. La fondatrice, AV, serait désespérément à la recherche de fonds, tentant d'attirer de nouveaux investisseurs avant que la bulle n'éclate. On parle d'une technologie qui ne fonctionne pas, de résultats cliniques exagérés et d'une équipe qui déserte le navire. L'article continuait sur plusieurs paragraphes, citant des experts anonymes et des anciens employés mécontents qui doutaient de la viabilité de mon approche. C'était l'œuvre de Grégoire. C'était évident. Le timing était parfait. Il avait payé Lemaire pour publier ça le soir même de la fête. Son but? Il était diaboliquement simple. Si j'osais me montrer, si j'essayais de réseauter, comme il devait penser que je venais le faire, en désespoir de cause, cet article serait la première chose qu'un invité curieux trouverait en me googlant. Il voulait me détruire. M'humilier. Me transformer en paria,
ont pestiféré, avant même que j'aie pu ouvrir la bouche. Il voulait que les gens me regardent avec pitié, comme la folle qui avait tout gâché. Une vague de fureur pure, blanche, m'a submergée. La même fureur que j'avais ressentie dans le bureau de mon père il y a 8 ans. L'injustice. La bassesse. Non seulement ils m'excluaient, mais ils essayaient activement de saboter ce que j'avais construit de mes propres mains, sans un centime de leur part. Je respirais difficilement. J'ai fermé les yeux, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé aux milliers d'heures passées dans le laboratoire. Aux nuits blanches à coder. Aux essais cliniques rigoureux que nous avions passés avec succès, validés par les plus hautes autorités. Et soudain, la rage s'est calmée. Elle n'a pas disparu, elle s'est transformée. Elle s'est muée en une glace froide, une détermination absolue, tranchante comme un scalpel. Grégoire venait de commettre une erreur fatale. Il pensait que j'étais cette héritière déchue. Il avait lu son propre mensonge et l'avait cru. Lui, Solange, et probablement mon père, tous pensaient que je venais ce soir en suppliante. Ils pensaient que j'étais finie. Ils s'attendaient à me voir faible, désespérée. Merci, Grégoire, ai-je murmuré dans le silence de la voiture. Il ne venait pas de me donner un coup de grâce. Il venait de me donner la couverture parfaite. La surprise n'en serait que plus dévastatrice. J'ai vérifié mon maquillage dans le rétroviseur. Mes yeux brillaient d'une intensité nouvelle. J'ai remis la voiture en marche et j'ai roulé lentement, en première, vers le service de voiturier, sous les lumières éblouissantes de l'entrée. Le temps des ombres était terminé. Il était temps d'entrer dans la lumière, et de les aveugler tous. J'ai donné les clés de ma voiture au voiturier, un jeune homme qui me regardait avec une curiosité polie. Ma voiture, une Tesla, détonnait un peu au milieu des Bentley et des Mercedes classe S. J'ai souri. Ma robe était noire, simple, une coupe de chez Zorro, une marque connue pour son luxe discret, sans logo. Une robe qui murmurait le pouvoir, pas besoin de le crier. Mon seul bijou était la broche en iris de ma mère, épinglée au revers de mon col. C'était mon armure. J'ai monté les quelques marches de pierre, le cœur battant un rythme régulier, contrôlé. L'air était frais, parfumé par les vignes environnantes et le buis taillé. De l'intérieur s'échappaient des éclats de rire feutrés et le son d'un quatuor à cordes jouant Mozart. Le monde de mon père. Un monde d'apparence, de pouvoir hérité et de faux-semblants. À l'entrée, dans le grand vestibule au sol de marbre en damier, se tenait Delphine, la femme de Grégoire. Sanglée dans une robe de créateur rouge vif, un carnet à la main, elle jouait parfaitement son rôle de maîtresse de maison, accueillant les invités avec de grands sourires. Elle était la gardienne du temple. Son sourire professionnel s'est figé net quand elle m'a vu. Il n'a pas seulement disparu, il s'est brisé. Aliénor. Son ton était un mélange de choc et de réprimande. Comme si j'étais une employée de maison entrée par la mauvaise porte. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas. Bonsoir, Delphine, l'ai-je coupé, ma voix calme et basse, l'obligeant à se taire pour m'entendre. Tu as l'air ravissante. Cette couleur te va bien. Elle a eu un mouvement de recul, déstabilisée par mon calme. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle balbutié, jetant des regards paniqués autour d'elle, de peur que quelqu'un assiste à la scène. Grégoire a été très clair. Nous, pensions que tu ne viendrais pas. Tu n'es pas la bienvenue. Tu dois partir. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Une scène? Je viens juste d'arriver. J'ai souri doucement. Je crains qu'il y ait eu un malentendu, Delphine. Je suis sur la liste. C'est impossible, a-t-elle sifflé, retrouvant un peu de son arrogance. Je l'ai vérifié moi-même il y a 1 heure. Tu n'y es pas. Pas votre liste, ai-je corrigé. La liste privée de Monsieur de Valois. Il a fait ajouter un invité de dernière minute. S'il te plaît, vérifie sur ta tablette. Le nom est Verlaine. Elle a froncé les sourcils, exaspérée, mais visiblement intimidée par le nom de Valois. Elle a tapoté nerveusement sur son écran, s'attendant sûrement à me prouver que je mentais. J'ai attendu. J'ai vu le moment exact où elle a trouvé le nom.
Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte. Mais Verlaine? Il a demandé pour une mademoiselle Aliénor Verlaine. Elle a levé les yeux vers moi, la compréhension ou plutôt l'incompréhension totale se peignant sur son visage. Comment? Pourquoi ce nom? Comment le connais-tu? Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Je lui ai offert mon plus beau sourire. Merci, Delphine. Passe une excellente soirée. Je l'ai dépassée, la laissant bouche bée dans le vestibule, et je suis entrée dans la grande salle de bal. La transformation était spectaculaire. Des chandeliers immenses, des compositions florales extravagantes sur chaque table. Le champagne coulait à flots. Tout le gratin de Lyon était là, banquiers, politiciens, vieux industriels et leurs femmes parées de diamants. Tous riaient, buvaient, s'échangeaient des politesses calculées. C'était le monde que j'avais fui. Un monde où votre valeur se mesurait à votre nom de famille et à votre carnet d'adresse. Un monde qui ne savait pas que la valeur, la vraie, se mesurait désormais en data et en brevets. Mon regard a balayé la foule. Je cherchais mon père, je cherchais Grégoire. Et puis je l'ai vu. Près du bar, dans une robe émeraude bien trop chère, qui jurait avec le décor, se tenait Solange. Elle tenait une coupe de champagne, riant avec un groupe de femmes, visiblement au centre de l'attention. Son regard a croisé le mien à travers la salle. Son sourire ne s'est pas effacé. Il s'est aiguisé, comme la lame d'un couteau. Elle a levé sa coupe vers moi, dans un simulacre de salut, un geste plein de venin et de triomphe anticipé. Elle m'avait vu. Elle savait pour l'article. Elle pensait que j'étais un agneau venu se jeter dans la gueule du loup. La partie commençait. Je n'avais pas fait 3 pas dans la salle que Grégoire m'a vu. Le sourire qu'il arborait en parlant à un banquier de la région s'est évaporé. Il a posé son verre si brusquement que le champagne a giclé. Il s'est excusé d'un signe de tête et m'a foncé dessus. Il ne marchait pas, il chargeait, tel un taureau, son visage rouge de fureur. « Tu es sourde ou quoi » a-t-il sifflé, sa voix basse et pleine de rage, en arrivant devant moi. Il a attrapé mon bras, ses doigts se serrant comme un étau. « Je t'avais dit de ne pas venir. »« Dégage !»« Lâche-moi, Grégoire » ai-je dit froidement, sans élever la voix, bien que mon bras me fasse mal. « Tu te donnes en spectacle. C'est toi qui te donnes en spectacle. Venir ici après ce que tu as fait. Tu n'as honte de rien? Papa ne veut pas te voir. Personne ne veut te voir. » Il parlait entre ses dents, mais sa voix portait. Quelques têtes se tournaient. « Grégoire, chéri, calme-toi. » La voix mielleuse de Solange nous a enveloppés. Elle était arrivée, glissant comme un serpent dans sa robe émeraude. Elle a posé une main apaisante sur le bras de Grégoire, mais ses yeux étaient fixés sur moi, froids et calculateurs. Aliénor, quelle surprise! Vraiment, quelle insistance! Elle s'est tournée vers un couple plus âgé qui nous observait avec une curiosité non dissimulée, et elle a baissé la voix, juste assez pour que je l'entende, mais en donnant l'impression de confier un secret douloureux. La pauvre petite. Elle essaie tellement, vous savez. La femme, couverte de bijoux, a haussé un sourcil intéressé. Après tous ces échecs, continua Solange, avec un petit soupir de fausse tristesse. Hervé lui a tout offert, une place en or dans l'entreprise, mais elle a tout rejeté. Trop fière. Et maintenant, eh bien? Elle a fait un geste vague de la main, lourd de sous-entendu. L'homme a hoché la tête, son regard se posant sur moi avec une pitié condescendante. Ah oui, a-t-il dit à voix basse, mais parfaitement audible. J'ai lu un article, justement, en venant. Une histoire de start-up qui s'effondre. C'est donc d'elle qu'il s'agit? Quelle tristesse. Chut, fit Solange, posant un doigt sur ses lèvres, feignant la discrétion. N'en parlons pas. C'est l'anniversaire de son père. Nous espérions qu'elle ne viendrait pas aggraver son cas. Elle doit être désespérée. C'était magistral. Diabolique. En 30 secondes, elle avait confirmé la rumeur de l'article de Lemaire. Elle m'avait peinte comme une enfant gâtée, ratée, et venue en suppliante gâcher la fête de son père.
La pitié dans le regard des invités était pire que de la haine. C'était l'humiliation publique totale que Grégoire et elle avaient planifiée. Tu as entendu, m'a lancé Grégoire, triomphant, voyant que j'avais tout entendu. Tout le monde sait qui tu es. Une ratée. L'article est partout. Maintenant, par avant que j'appelle vraiment la sécurité et que ce soit encore plus humiliant. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de rage. J'étais là, seul au milieu de cette foule hostile, le sujet de leur messe basse, poignardé en public par mon propre frère et ma belle-mère. J'ai respiré profondément. Une fois. 2 fois. J'ai regardé Grégoire, puis Solange. Puis j'ai regardé ma montre. 20h55, tu devrais te calmer, Grégoire, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Tu gâches la fête de papa. Et tu devrais peut-être lire tes emails plus souvent. Surtout ceux qui viennent de nos actionnaires. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé par-dessus son épaule, vers les grandes portes d'entrée. Honnêtement, dites-moi. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, humilié, accusé, seul au milieu de gens qui vous méprisent et vous croient fini, seriez-vous parti, la tête basse, en pleurant? Ou seriez-vous resté, sachant que la plus grande revanche de votre vie était sur le point de se produire dans moins de 5 minutes? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait. Car moi, je suis resté. J'ai redressé les épaules. J'ai senti le métal froid de la broche de ma mère contre ma peau. Et j'ai attendu. 21h pile. Les portes principales du château se sont ouvertes en grand. Un silence est tombé sur la salle. Il était là. Augustin de Valois est entré. Il n'était pas grand, il n'était pas bruyant, mais il avait une présence qui aspirait tout l'oxygène de la pièce. La soixantaine élégante, des cheveux poivre et sel, un costume de chez Sifonelli coupé à la perfection, et des yeux bleus perçants qui semblaient tout voir, tout analyser en une fraction de seconde. Le quatuor à cordes s'est arrêté net, au milieu d'un mouvement de Mozart. Les conversations se sont tues comme si on avait appuyé sur un interrupteur. C'était lui, le roi faiseur, l'homme qui pouvait décider du sort d'une entreprise d'un simple froncement de sourcils. Mon père, Hervé, qui se tenait près du gâteau d'anniversaire, rayonnant, a failli renverser son verre. Il a rapidement posé sa coupe de champagne et s'est précipité vers l'entrée, le visage fendu d'un sourire nerveux, presque servile, la main tendue bien avant d'être apportée. Augustin. Mon cher ami. Quel honneur. Quelle joie de vous voir. Laissez-moi vous présenter. De Valois a accordé à mon père un bref hochement de tête, si rapide qu'il était presque un mouvement de dédain. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas pris la main tendue de mon père. Il a simplement continué d'avancer, ses yeux scannant la foule. Mon père s'est retrouvé là, planté au milieu de la salle, la main toujours tendue dans le vide, le sourire figé sur son visage. Une humiliation silencieuse, bien plus cruelle que n'importe quelle insulte. Grégoire et Solange, qui étaient encore devant moi, se sont retournés, regardant la scène, soudainement inquiets. Le prédateur qu'ils avaient cru lâcher sur moi venait de se faire ignorer par un prédateur bien plus grand. Le silence était absolu. On aurait pu entendre le champagne pétiller dans les coupes. De Valois m'a vu. Je n'ai pas bougé. J'ai soutenu son regard. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Un très léger sourire a flotté sur ses lèvres. Il appréciait la mise en scène. Et puis, le moment que j'attendais depuis 8 ans est arrivé. Ignorant complètement mon père, qui se tenait toujours là comme une statue, la main retombant piteusement le long de son corps. Ignorant Grégoire et Solange, qui s'écartaient instinctivement de mon chemin, Augustin de Valois a traversé la salle de bal. Il ne marchait pas, il fendait la foule, qui s'ouvrait devant lui comme la mer Rouge. Et il s'est arrêté juste devant moi. Devant ma famille. Devant tous les invités qui, une minute auparavant, me regardaient avec pitié et mépris. Il m'a tendu la main. Non pas une poignée de main d'affaires, mais un geste presque galant, comme on salue une égale. Mademoiselle Verlaine. Enfin, sa voix, claire et nette, a résonné dans le silence. C'est un véritable honneur de vous rencontrer en personne. J'ai posé ma main dans la sienne.
Monsieur de Valois. Le plaisir est pour moi. Votre travail, a-t-il continué, sans lâcher ma main, mais en se tournant légèrement pour que la salle entende, il est tout simplement révolutionnaire. Ce que vous avez accompli avec Verlaine biométrique va redéfinir la neurologie. C'est brillant. Derrière moi, j'ai entendu un son. Un petit bruit sec, suivi d'un fracas cristallin. C'était la coupe de champagne de Solange qui venait de s'écraser sur le sol en marbre. Grégoire était blanc comme un linge. Il ouvrait et fermait la bouche, comme un poisson hors de l'eau, incapable de formuler un son. Et mon père? Mon père, Hervé, s'est finalement approché, lentement, son visage décomposé par l'incompréhension. Il nous regardait, de Valois à moi, puis de moi à de Valois. Augustin, vous connaissez ma fille, a-t-il bégayé. De Valois s'est tourné vers lui. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression froide et tranchante. Connaître, Hervé? Mais, je suis ici pour elle. Il a fait un geste vers moi. Mademoiselle Verlaine est la personne avec qui je suis ici pour faire des affaires. C'est elle, la PDG de Verlaine Biométrique. Je croyais que vous étiez au courant. Mon père a secoué la tête, perdu. Mais, son nom, c'est Renaud. Verlaine, c'est le nom de sa mère, ai-je dit calmement, en reprenant la parole pour la première fois. Le nom que j'utilise pour mon entreprise. L'entreprise que vous suppliez de rencontrer. Le silence qui a suivi n'était plus un silence de respect. C'était un silence de choc absolu. Le son de la réalité se brisant en mille morceaux. Augustin de Valois a sorti son téléphone de sa poche. Pas un iPhone, mais un appareil sécurisé et sur mesure. Il a tapoté l'écran. Ah, j'allais oublier. L'ironie est délicieuse. Il a levé les yeux vers les invités, qui étaient maintenant suspendus à ses lèvres, formant un cercle autour de nous. J'ai lu un article fascinant en venant. Son regard s'est posé sur Grégoire, dur comme de l'acier. Grégoire a fait un pas en arrière, comme s'il avait été frappé. Un torchon anonyme, publié sur un blog de bas étage, parlant d'une héritière ratée qui aurait brûlé des millions. Grégoire a dégluti difficilement. L'homme qui avait commandité l'article était maintenant la cible du plus grand investisseur du pays. Je me demande, continua de Valois, sa voix se faisant plus forte, s'il parle de la même héritière ratée qui vient de finaliser une levée de fonds de série C de 300 millions d'euros? Ou de la fondatrice de Verlaine Biométrique, une licorne française, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard que mon fonds vient de valoriser, plus précisément, à 1,5 milliard d'euros ce matin même? Un murmure collectif a parcouru la salle. Milliard. 1,5 milliard. Le mot a flotté dans l'air, changeant toute la dynamique de la pièce. Les regards de pitié avaient disparu, remplacés par une incrédulité admirative. Les banquiers qui ignoraient mon père il y a une heure se rapprochaient, les oreilles tendues. Non, a soufflé mon père. Il me regardait, mais il ne me voyait pas. Il voyait des chiffres, des zéros. Ce n'est pas possible. C'est de l'argent de jeu. C'est la valeur de la propriété intellectuelle, papa, ai-je dit, en me tournant enfin vers lui. La valeur de l'innovation. La valeur de l'algorithme que tu as appelé une chimère. C'est la valeur de l'entreprise ratée que Grégoire a tenté de salir ce soir, j'ai insisté sur les mots, regardant mon frère droit dans les yeux, une entreprise qui détient les seuls brevets viables pour le diagnostic précoce d'Alzheimer. Des brevets qui, je crois, intéressent beaucoup Laboratoire Renaud. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Mon père m'a regardé, la mâchoire serrée. La connexion s'est faite dans son esprit. Le PDG qu'il suppliait de rencontrer. Sa fille. La technologie dont il avait besoin. Ma technologie. Toi, a-t-il murmuré. Sa voix était brisée. C'était toi? Tout ce temps? Oui, ai-je dit. Et c'est pourquoi j'ai élevé la voix pour que tout le monde entende, le fonds de Monsieur de Valois et Verlaine Biométrique viennent de finaliser, il y a exactement une heure, l'acquisition d'une participation majoritaire de 60% dans Laboratoire Renaud. Ce fut une explosion. Non, a hurlé Grégoire. Il était hors de lui, le visage tordu par la haine. Il n'était plus le fils en colère,
il était l'employé incompétent qui venait de perdre son emploi. C'est faux. Menteuse. C'est l'entreprise de notre famille. Tu ne peux pas faire ça. Il s'est avancé vers moi, le doigt pointé, mais de Valois s'est interposé, un mur infranchissable. Nous le pouvons, jeune homme, dit calmement l'investisseur. Et nous l'avons fait. Les actionnaires historiques, fatigués de voir la valeur de leurs actions s'effondrer, étaient ravis de vendre leur part à un prix supérieur à celui du marché. Une offre généreuse, financée par Verlaine Biométrique. Avant que l'entreprise ne s'effondre complètement. Ce que, sous votre gestion, il a presque craché le mot, elle était en train de faire. Les rapports sont accablants. La technologie de Mademoiselle Verlaine, a-t-il poursuivi, va sauver votre héritage. Ou du moins, le nom. Elle va fusionner les deux entités pour créer un leader mondial. C'est une faveur qu'elle fait à la mémoire de sa mère. Une faveur qu'elle n'était absolument pas obligée de vous faire. Grégoire, le visage décomposé, m'a regardé. Il n'y avait plus de colère, seulement une haine vide et une défaite totale. Je te déteste. Puis il s'est retourné, a bousculé un serveur qui portait un plateau de petits fours, et a quitté la salle de bal en trombe. Delphine, sa femme, pleurait silencieusement avant de lui emboîter le pas, ramassant sa fierté brisée. Solange était figée, son visage d'un blanc cireux. Sa part de l'héritage, ses plans, tout venait de s'évaporer. Elle me regardait comme si j'étais un monstre. Mais ce n'était pas leur réaction qui m'importait. C'était celle de mon père. Il se tenait là, au milieu de sa propre fête d'anniversaire, tremblant, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, regardant le vide. L'homme qui m'avait banni venait de comprendre que sa seule chance de survie était la fille qu'il avait rejetée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La fête était terminée. Le quatuor avait remballé ses instruments. Les invités s'étaient évaporés, chuchotant entre eux, me lançant des regards à la fois craintifs, curieux et admiratifs. En l'espace d'une heure, j'étais passé de paria à puissance. Augustin de Valois était reparti après m'avoir serré la main. Rendez-vous au conseil d'administration, Madame la Présidente, avait-il dit avec un clin d'œil. Nous avons du travail. Solange avait disparu, probablement pour consoler Grégoire, ou plus sûrement pour appeler ses avocats. Mon père, lui, s'était assis lourdement sur une chaise dans un coin de la salle vide, refusant de bouger, refusant de parler à qui que ce soit. Le personnel du château s'affairait discrètement autour de lui, nettoyant les restes de sa fête d'anniversaire ruinée. J'étais sorti sur la terrasse. L'air frais de la nuit me faisait du bien. Il sentait la terre humide et les vignes. Je regardais les collines sombres, éclairées seulement par la lune. Mon cœur battait encore la chamade. J'ai touché la broche en forme d'iris à mon col. Le métal était chaud. On l'a fait, maman. Des pas lents ont résonné sur les pierres derrière moi. Des pas lourds, fatigués. C'était mon père. Il s'est arrêté à quelques mètres, n'osant pas s'approcher, comme s'il y avait un champ de force entre nous. Nous sommes restés en silence pendant une longue minute. Seul le bruit des grillons rompait la tension. Les algorithmes, a-t-il finalement dit, sa voix rauque, brisée. Ce que tu m'as montré, il y a 8 ans. Dans mon bureau. J'ai hoché la tête, sans me retourner. C'était pour Odette, a-t-il continué. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Une révélation qui lui arrivait avec 8 ans de retard. Oui, ai-je répondu, ma propre voix serrée. Je voulais trouver un moyen de savoir plus tôt. Pour qu'on ait plus de temps. Il a fait un pas de plus. Il fonctionne vraiment? L'article de Lemaire disait. L'article de Lemaire était un tissu de mensonges commandité par ton fils, les jeux coupés, me retournant lentement pour lui faire face. Je n'ai rien dit de plus. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas montré les chiffres financiers. J'ai ouvert l'application sécurisée de l'entreprise. J'ai ouvert le dossier, données cliniques, phase 3, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je lui ai montré les graphiques,
les taux de réussite de 98,7% dans la détection précoce, les images d'IRM corrélées, les autorisations de mise sur le marché que nous venions d'obtenir de l'Agence européenne du médicament. Il a pris le téléphone de mes mains, qui tremblaient. Il a fait défiler les données, ses yeux d'expert en pharmacie, de scientifique, lisant les chiffres, les protocoles. Il a vu la rigueur. Il a vu la vérité. Il a vu les 8 années de travail que j'avais accomplies. Il a vu la révolution qu'il avait qualifiée de chimère. Un son étrange est sorti de sa gorge, un sanglot étouffé, sec. Il s'est appuyé contre la balustrade, comme si ses jambes allaient le lâcher. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a levé les yeux vers moi, son visage ravagé par le chagrin et la honte. Pardonne-moi, a-t-il dit, les larmes coulant maintenant librement. Aliénor, ma fille, pardonne-moi. De Valois avait apporté les documents finaux de la fusion, ce qui nécessitait sa signature en tant que PDG sortant. Ils étaient dans ma mallette. J'ai été un imbécile, a-t-il continué. J'ai été aveugle. J'étais tellement obsédé par l'ancienne méthode. Par Grégoire, mon fils, l'héritier. Je n'ai pas vu toi. Son regard s'est posé sur la broche que je portais. J'ai échoué avec elle. Je l'ai laissée tomber quand elle était malade, j'étais trop occupé. Et j'ai échoué avec toi. Il s'est redressé, essuyant ses larmes d'un revers de main. Les documents. Je vais les signer. Je sais, ai-je dit. Non, a-t-il dit, secouant la tête. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une intensité que je n'avais jamais vue. Je veux travailler. Avec toi. Pour toi. Je ne sais rien de l'IA, mais je connais les laboratoires. Je connais les molécules. Laisse-moi t'aider. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé cet homme, le patriarche tout-puissant de mon enfance, maintenant réduit à un vieil homme demandant l'absolution. Le pardon, ça se gagne, papa, ai-je dit doucement. Ce ne sera pas facile. Je sais, a-t-il répondu. Es-tu vraiment prêt à apprendre de ta fille? À écouter la rater? Il a hoché la tête lentement, les larmes coulant toujours. Apprends-moi, Aliénor. S'il te plaît. Apprends-moi. Le chemin de la reconstruction serait long, douloureux, et peut-être ne mènerait-il nulle part. Mais pour la première fois en 8 ans, il n'était plus barré. Le lendemain matin, ma voiture ne s'est pas dirigée vers les bureaux modernes de Verlaine Biométrique. Elle s'est dirigée vers le siège historique de Laboratoire Renault, un bâtiment imposant en pierre de taille en bord de Saône, qui sentait le vieux bois, la cire et la tradition. Quand je suis entré dans le grand hall, le silence s'est fait. Les employés, les mêmes qui m'avaient vu grandir et qui m'avaient regardé avec pitié quand j'étais parti, me regardaient maintenant avec un mélange de peur, de choc et de curiosité. Les rumeurs avaient circulé toute la nuit. La fille bannie était revenue, et elle était désormais la patronne. Je ne suis pas allé au bureau du PDG, celui de mon père. J'ai traversé les couloirs, mes talons claquant sur le marbre. Je suis monté au dernier étage, dans l'aile. L'aile que mon père avait fermée des années auparavant. L'ancien laboratoire de recherche. Il était poussiéreux, couvert de bâches. Mais la lumière du matin inondait la pièce à travers les grandes verrières. C'était ici que ma mère avait travaillé, brièvement, en tant que jeune chercheuse, avant que mon père ne lui demande d'arrêter pour élever ses enfants. Sur une vieille paillasse, nettoyée de sa poussière, mon père avait laissé quelque chose pour moi. Ce n'était pas un contrat, ni un chèque. C'était un vieux carnet de laboratoire, relié en cuir usé, le coin corné. C'était le carnet de ma mère. Le sien. Celui où elle notait ses propres recherches, ses idées, ses espoirs. Je l'ai ouvert. Sa calligraphie élégante, que je reconnaissais, remplissait les pages. Des formules, des hypothèses, des dessins de molécules. Sur la première page, il y avait une note, écrite ce matin, d'une main tremblante. Celle de mon père. Elle aurait été si fière de toi, Aliénor. Tout comme je le suis aujourd'hui. Pardonne-moi si tu le peux un jour. Et juste en dessous, écrite des années et des années auparavant par ma mère,
à l'encre bleue, une dédicace, pour Aliénor, qui changera le monde à sa façon. J'ai serré le carnet contre ma poitrine, le cuir usé contre ma robe, et pour la première fois depuis la mort de ma mère, j'ai pleuré. Pas des larmes de rage ou de tristesse. Des larmes de soulagement. Des larmes de fin et de commencement. J'avais tenu ma promesse. J'étais à la maison. Si vous avez écouté mon histoire jusqu'ici, merci. Merci d'avoir partagé ce moment incroyablement personnel avec moi. On m'a appelé une déception. Une ratée. Une honte. On m'a dit que mes idées étaient des chimères. On m'a banni de ma propre famille, et on a essayé de détruire ce que j'avais construit. Mais je ne les ai pas laissés me définir. J'ai continué, j'ai construit, j'ai tenu bon, parce que je le devais. Je le devais à la mémoire de ma mère, et je me le devais à moi-même. Si vous vous êtes déjà senti rejeté, ignoré, ou sous-estimé par ceux qui auraient dû vous soutenir le plus, par votre famille, par vos amis, par vos collègues, j'espère que mon histoire vous rappelle une chose, vous n'avez besoin de la permission de personne pour devenir qui vous êtes. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour poursuivre votre vision. Alors maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation où votre valeur n'a été reconnue que bien trop tard? Ou peut-être avez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui traverse une situation de conflit familial ou professionnel en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous. Je vous promets que je lis absolument tout. Vos histoires comptent. Votre voix compte. Parler de ces drames familiaux, de ces conflits d'héritage ou de reconnaissance, c'est important. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait vibrer, merci de laisser un pouce bleu. C'est ce qui aide vraiment la chaîne à être vue par d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche, car j'ai encore beaucoup d'histoires comme celle-ci à partager avec vous. Et souvenez-vous toujours, n'attendez pas la reconnaissance des autres. Construisez quand même. Travaillez quand même. Croyez en vous quand même. L'héritage que vous créez, il est à vous, pour toujours. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas un échec. Votre voyage ne fait que commencer.